Je vous ai déjà raconté plusieurs histoires de tueurs, et même de tueurs en série. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est si particulier qu'il semble tout droit sorti d'un film ou d'un roman policier. Entre 1968 et 69 à Glasgow, en Écosse, il a tué trois femmes au profil similaire et de la même façon. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il citait la Bible à ses victimes, d'où son surnom Bible John. John la Bible, si vous préférez. Plongeons ensemble dans cette histoire qui fascine encore plus de 50 ans après. Installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Il fait froid ce 22 février 1968 à Glasgow en Écosse. Devant son miroir, Patricia Docker se prépare pour sortir. Elle a 25 ans et travaille de nuit comme aide-soignante. Depuis 1967 et son divorce, elle habite chez ses parents qui gardent son fils de 4 ans quand, une fois par semaine, elle part danser. Patricia prévient qu'elle ira à la salle du Majestic, mais sans que l'on sache pourquoi, elle change d'avis en route et entre dans celle du Barrowland. Peut-être parce que ce soir l'entrée est réservée aux 25 ans et plus et qu'elle pense y retrouver des gens qu'elle connaît. Le lendemain matin, Patricia n'est pas rentrée. Ses parents ne s'inquiètent pas. Elle a dû dormir chez une amie, ce n'est pas la première fois après tout. Pendant ce temps, un homme qui marchait vers son garage retourne chez lui en courant et appelle la police. Devant la porte, il y a une femme allongée, entièrement nue. Oui, c'est Patricia Docker. Et elle est morte. Le garage devant lequel elle se trouve n'est qu'à quelques mètres de la maison de ses parents. Une fois sur place, les officiers constatent que Patricia a été violemment battue, surtout au visage et à la tête. D'après les marques qu'elle a sur le cou, elle a sûrement été étranglée. À part une chaussure, ses vêtements, son sac à main et sa montre ont disparu. On retrouve plus tard le sac dans la rivière Cart et la montre dans une mare d'eau près de la scène de crime. L'autopsie confirme la mort par strangulation. Les médecins se rendent compte que Patricia a été étranglée avec son propre collant. Elle ne présente pas de traces formelles de viol ou d'agression sexuelle, et on estime qu'elle a été tuée peu de temps après avoir quitté la salle de danse du Barrowland. Détail qui aura beaucoup d'importance plus tard, Patricia Docker avait ses règles ce jour-là. Près de son corps, on a retrouvé une serviette hygiénique. L'enquête de voisinage ne donne pas grand-chose. Tout juste un témoin qui affirme avoir entendu une femme crier « Laissez-moi tranquille !» pendant la nuit. Assez vite, les pistes se referment et le meurtre de Patricia Docker reste impuni. Le 16 août 1969, Jemima MacDonald, 31 ans et mère de 3 enfants, décide d'aller danser au Barrowland. C'est une habituée. Pendant ce temps, sa sœur s'occupe des enfants. Le lendemain matin, Jemima n'est pas là, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Sa sœur s'inquiète d'autant plus qu'elle entend une rumeur très étrange. Des enfants auraient été vus quittant un bâtiment abandonné de la rue McKess en parlant d'un corps. Pris soudain d'un terrible pressentiment, la jeune femme se rend dans le bâtiment en question, entre et trouve le cadavre de sa sœur Jemima, face contre terre, ses chaussures et ses bas posés à côté d'elle. L'autopsie ne laisse aucun doute. Jemima MacDonald a été battue à coups de poing et de pied, au visage surtout, violée et étranglée avec un de ses collants. Le meurtre a eu lieu environ 30 heures avant la découverte du corps. Contrairement à Patricia Docker, ici la victime est habillée, même si ses sous-vêtements ont été déchirés. Comme Patricia en revanche, Jemima avait ses règles, et là aussi, une serviette hygiénique se trouve à côté d'elle. Cette fois-ci, l'enquête donne des résultats plus concrets. Des témoins voient la victime partir de la salle de danse du Barrowland en compagnie d'un homme. Il est mince, bien habillé, mesure entre 1,80 m et 1,90 m et doit avoir entre 25 et 35 ans. Ses cheveux sont courts, ce qui est assez inhabituel pour les Écossais de l'époque. Certains disent qu'ils sont châtain foncé avec des mèches claires, d'autres carrément roux. Ceux qui l'ont entendu parler affirment que l'homme s'exprime bien et avec un accent de Glasgow. De temps en temps, il cite des passages de la Bible dans la conversation. Jemima quitte la salle avec l'inconnu aux alentours de minuit, le 17 août. On les voit pour la dernière fois vers minuit 40,
en direction de la maison de la jeune femme. Elle est tuée peu de temps après. Grâce aux témoignages, les enquêteurs parviennent à établir un portrait robot du suspect. Pour la première fois dans l'histoire de la police écossaise, il est diffusé dans les journaux et à la télévision. À ce stade, la police ne pense pas forcément que Patricia et Jemima ont été tuées par le même homme, malgré les similitudes évidentes. En revanche, les enquêteurs comprennent vite que le ou les coupables choisissent les victimes à la salle de danse du Barrowland. Une quinzaine d'agents en civil infiltrent les soirées pendant plusieurs mois pour tenter de démasquer l'auteur des crimes. Mais ça ne donne rien. L'opération s'arrête fin octobre 1969. Le tueur n'attendait que ça. Le 31 octobre 1969, quelques jours après la fin de la surveillance du Barrowland, un homme qui promène son chien découvre le corps sans vie d'Hélène Puttock, 29 ans, dans le jardin de l'immeuble où elle habite. Hélène est partiellement déshabillée, son visage rendu méconnaissable par les coups violents qu'elle a subis. Le contenu de son sac à main est dispersé autour d'elle, mais le sac, lui, a disparu. Visiblement, Hélène s'est battue avec son meurtrier. Elle a même tenté de lui échapper en escaladant un talus de bois ferré non loin, mais il l'a rattrapée. Comme pour les deux victimes précédentes, Hélène a été étranglée avec son collant. Elle a été violée et avait ses règles. Le tueur a d'ailleurs placé sa serviette hygiénique sous son bras gauche. Sûrement parce qu'elle a résisté, il y a une marque de morsure profonde en haut de sa cuisse droite. À côté du corps, la police récupère un bouton de manchette d'homme qui appartient sûrement au coupable. La dernière soirée d'Hélène Puttock est très détaillée. Elle est allée danser au Barrowland avec sa sœur Jean Langford, et c'est elle qui raconte tout. Ce 30 octobre 1969, dans la salle, Hélène et Jean font la connaissance de deux hommes qui disent s'appeler John. L'un d'eux raconte qu'il est couvreur et habite à Castle Milk. L'autre, qui s'exprime très bien, remarquent les deux jeunes femmes, ne dit pas ce qu'il fait dans la vie, ni où il habite. Au bout d'une heure, les quatre danseurs quittent le Barrowland pour rentrer chez eux. Le John couvreur se rend à George Square et monte dans un bus. Les sœurs et le deuxième John, eux, appellent un taxi qu'ils partagent tous les trois. Le trajet dure environ 20 minutes avant que Jean ne descende, laissant Hélène avec celui qui est très sûrement son assassin. Grâce au témoignage de Jean, on en apprend beaucoup sur ce fameux John. Il se revendique abstème, c'est-à-dire qu'il ne boit jamais d'alcool. D'ailleurs, il dira « Je ne bois pas au réveillon du Nouvel An, je prie ». Pendant le voyage en taxi, John cite régulièrement des histoires de Moïse tirées de l'Ancien Testament. Pour autant, il précise qu'il n'est ni catholique ni protestant. Ce qui frappe également Jean, ce sont les remarques de John sur les femmes, et surtout sur les femmes qui viennent danser. Selon lui, la salle du Barrowland est un repère adultère d'iniquité, de péché, si vous préférez. D'ailleurs, John désapprouve le fait que des femmes mariées s'y rendent. Jean Langford décrit très précisément l'aspect physique de John. C'est un homme mince, d'environ 1m80, il a entre 25 et 30 ans et ses cheveux sont roux. La jeune femme ne se souvient pas exactement de son nom de famille. John Templeton, Emerson ou Sampleson, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il est sûrement faux. Ce soir-là, l'homme portait un costume de la marque Reed & Taylor et fumait des cigarettes Embassy. Jean a clairement senti qu'il était contrarié par sa présence dans le taxi. Il aurait sûrement aimé être seul avec Hélène. Elle se souvient de son visage, par exemple que ses dents de devant se chevauchent. Quand la police interroge le videur du Barrowland, en revanche, le portrait est très différent. John serait petit, avec les cheveux noirs. Les autorités ont plutôt tendance à le croire. Elles pensent que Jean avait bu le soir du meurtre, ce qu'elle nie formellement. Un peu plus tard, un autre videur de la salle de danse explique que lui et ses collègues ne sont pas très physionomistes. Les enquêteurs lancent un appel à l'autre John présent dans le taxi, le couvreur, mais il ne viendra jamais témoigner. Jean Langford est mise en relation avec un artiste local qui va se charger d'établir le portrait robot du tueur. D'ailleurs, quand Jean voit le premier, dessiné après le deuxième meurtre, elle dit qu'il est très ressemblant à l'homme qu'elle a vu. Cette fois-ci, le portrait est en couleur. Pour celle des cheveux, on va jusqu'à prélever les poils d'un chien qui passe souvent dans le quartier du Barrowland. Selon les témoignages, leur teinte est très proche de celle des cheveux du suspect. Bizarrement, John est représenté la bouche fermée, alors que ses dents qui se chevauchent pourraient permettre de le reconnaître plus facilement. Le portrait est présenté lors d'une conférence de presse puis diffusé en masse. C'est là que le surnom du tueur prend forme, Bible John.
Assez vite, on apprend que les deux dernières personnes à avoir vu le suspect sont un chauffeur et un contrôleur de bus de nuit. Le 31 octobre, vers 2 heures du matin, il voit un homme correspondant à la description descendre d'un car. Il est dans un sale état. Il y a des taches de boue sur sa veste et une marque rouge sur sa joue, sous un œil. Les deux témoins remarquent qu'il n'arrête pas de glisser la manche de sa chemise dans celle de sa veste. Ça correspond au comportement de quelqu'un qui a perdu un bouton de manchette. L'individu est vu pour la dernière fois en train de se diriger vers le ferry public pour traverser la rivière Clyde, au sud de Glasgow. L'enquête repart. Les policiers sont maintenant convaincus qu'un seul homme est responsable des 3 meurtres. Ils se lancent dans la plus grande chasse à l'homme que l'Écosse a jamais connue. À l'époque, il n'est pas courant qu'un homme ait les cheveux aussi courts. On montre ainsi le portrait robot de Bible John à 450 coiffeurs. On fait pareil avec des centaines de dentistes, des fois que l'un d'eux aurait le dossier d'un patient ressemblant avec les incisives qui se chevauchent. Ces 2 pistes se referment sans rien donner. Les églises sont également surveillées, mais aucun fidèle ne reconnaît le suspect. Les policiers vont jusqu'à enquêter sur les 400 terrains de golf que comptait l'Écosse en 1969. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un homme aurait discuté avec Bible John et que ce dernier lui aurait dit que l'un de ses cousins joue au golf. C'est très mince comme piste, mais elle est suivie jusqu'au bout, sans succès. Le portrait du suspect est aussi diffusé dans les bases de l'armée britannique en Europe, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Personne ne l'a vu. Pendant ce temps, craignant qu'il frappe à nouveau, 16 policiers infiltrent la salle de danse du Barrowland et ça ne donne rien. Au total, plus de 100 enquêteurs travaillent sur l'affaire à plein temps, 50 000 témoignages sont étudiés et 7 000 suspects sont interrogés. Jean Langford participe à 300 séances d'identification, mais jamais elle ne reconnaît le meurtrier présumé de sa sœur. Plus le temps passe, plus l'enquête piétine. Elle connaît pourtant plusieurs rebondissements. À 5 reprises, on croit avoir trouvé qui est Bible John. Lee Brown, inspecteur en chef à Glasgow en 1969, pense qu'un dénommé John White est le coupable. Quand on l'arrête, il est en train de se disputer avec une femme dans la salle de danse du Barrowland. John ressemble pas mal au portrait robot, mais il est relâché parce que ses dents de devant ne se chevauchent pas. Des années plus tard, on apprend que pendant l'enquête, le même homme a de nouveau été arrêté et conduit à l'hôpital suite à une altercation au Barrowland. On lui fait des points de suture à la tête et dès qu'on lui enlève les menottes, il s'enfuit. C'est là qu'on comprend que John White n'est pas son vrai nom. Lee Brown raconte tout ça dans son autobiographie en 2005. Le fameux John tombe dessus et se manifeste pour qu'on arrête de l'accuser à tort. Son ADN est prélevé puis comparé, et non, ce n'est pas le tueur. En 1983, un homme contacte la police de Glasgow. Il affirme qu'un de ses amis est Bible John. Les 2 hommes grandissent dans la ville et fréquentent la salle du Barrowland dans les années 60. Le témoin dit avoir lu un article sur les meurtres en 78 et avoir mis 5 ans à réaliser la vérité. La police remonte sa trace et découvre qu'il vit aux Pays-Bas, marié à une Allemande. Mais la piste s'arrête là. On n'entend plus jamais parler de lui ou de l'ami supposé coupable. Dans les années qui suivent les meurtres de Bible John, plusieurs femmes déclarent à la police avoir été violées après une soirée au Barrowland. L'une des victimes, Anna Martin, est sûre que son violeur est le tueur en série. En 69, la jeune femme quitte la salle de danse avec un homme qui la viole. Il la fait monter dans sa voiture et devient de plus en plus agressif. Anna, ivre et paniquée, vomit dans le véhicule. Dégoûtée, le conducteur s'arrête et la jette dehors avant de repartir. Quelques semaines plus tard, Anna Martin découvre qu'elle est enceinte. Elle accouche d'une fille, mais son père la force à la faire adopter. Pour certains, l'enfant est la clé qui permettrait d'identifier Bible John, mais ça reste de la spéculation, encore aujourd'hui. Un autre homme a longtemps été soupçonné d'être le tueur, John Irvine McInnes. C'est le cousin d'une des personnes arrêtées pendant l'enquête, et aussi un membre de la famille d'un officier supérieur. John se suicide en 1980. En 1996,
La police exhume son corps pour prélever de l'ADN et le comparer à celui retrouvé sur le bas qui a servi à étrangler la troisième victime, Ellen Puttock. McInnes n'est pas Bible John. Pas tellement parce que les deux ADN sont différents, mais parce qu'en réalité, l'échantillon de 69 est si abîmé qu'on ne peut pas tirer de conclusion définitive. Bien sûr, ça vaut pour toutes les comparaisons effectuées avant et après. Enfin, il faut parler de celui qui est considéré comme le suspect numéro 1, Peter Tobin. En mai 2007, Tobin est reconnu coupable du viol et du meurtre un an plus tôt d'Angelika Kluk, une étudiante polonaise. Peter Tobin est un tueur en série. En 91, il assassine 2 femmes dont on retrouve les corps dans son jardin. C'est une différence majeure avec Bible John. L'un expose ses victimes à la vue de tous, l'autre les enterre. On le soupçonne quand même parce qu'il habitait Glasgow en 68 et 69. Il avait environ 20 ans à cette époque-là et ressemblait beaucoup au portrait robot, mis à part qu'il n'est pas roux. Ces 3 ex-femmes racontent que Peter est très violent. Il les a enfermées, battues et violées. Quand l'une avait ses règles, il frappait encore plus fort. Le cycle menstruel le rendait fou. Enfin, Tobin est un catholique aux idées religieuses très arrêtées, et le faux nom qu'il utilisait beaucoup, John Sample, ressemble à celui que le tueur a donné à sa troisième victime et à sa sœur. Armée de toutes ces similitudes troublantes, la police lance en 2006 l'opération Anagramme. Elle doit retracer les mouvements de Peter Tobin sur plusieurs décennies pour savoir si on peut le lier à des meurtres, dont ceux de Bible John. Pendant cette enquête, une femme dit avoir été violée par Tobin après sa rencontre avec lui au bar Roland en 69, peu après le premier meurtre. Pourtant, les enquêteurs concluent que l'homme habitait Brighton, en Angleterre, à partir d'août 68, avant les deuxième et troisième meurtres. Sa femme de l'époque confirme. Même si l'analyse ADN ne montre pas de similitude, c'est la comparaison des dents de Peter Tobin avec la morsure retrouvée sur le corps d'Ellen Puttock qui le raye des suspects. Depuis 1969, aucun crime n'a été attribué à Bible John en Écosse ou même au Royaume-Uni. L'enquête est toujours ouverte, et beaucoup pensent que le meurtrier a été couvert. D'autres sont même persuadés qu'il n'y en a pas un, mais au moins 2. Ils accusent la police d'avoir trop vite adhéré à la thèse du tueur en série, et donc manqué des suspects potentiels. En 2004, sur la scène d'un crime mineur, on trouve une trace ADN. Elle correspond à 80% avec celui du sperme de Bible John, en tenant compte de son état. Ça laisse penser que les 2 personnes sont liées, mais rien n'en ressort. Jean Langford, témoin principal de cette affaire, est décédée en 2010 à 74 ans. Elle a affirmé que Peter Tobin n'était pas le meurtrier de sa sœur. Peut-être que Bible John est mort lui aussi. Ou peut-être que pendant des années, dans un autre pays, des gens ont croisé lors de soirées un vieil homme bien habillé qui citait des passages de la Bible avant d'aller danser. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.